Ma famille m'a dit que j'avais échoué, j'ai essayé de prendre mon fils, puis je me suis présenté au tribunal en tant que général. Je m'appelle Adrien Cole. J'ai 45 ans et je suis une générale 4 étoiles dans l'armée des États-Unis. Ce n'est pas là que cette histoire commence, mais c'est là qu'elle se termine. Parce qu'avant d'être la générale Cole, avant les médailles, les déploiements, les cérémonies sans fin, j'étais simplement Adrien, une fille, une sœur, une épouse, et par-dessus tout, une mère. Ils ont dit que j'avais échoué. Ma famille et les gens qui m'avaient autrefois serré dans leurs bras lors des remises de diplômes, qui m'envoyaient des lettres quand j'étais déployé à l'étranger, qui ont tenu mon fils quand il est né, ils se sont retournés contre moi plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Et quand ils l'ont fait, ils n'ont pas seulement essayé de me briser. Ils ont essayé de m'effacer. Ils se sont battus pour m'enlever mon fils. Non pas parce que j'étais dangereuse, non pas parce que j'avais fait quoi que ce soit de mal, mais parce qu'ils pensaient qu'ils le pouvaient. Parce qu'ils pensaient que mon silence signifiait la faiblesse. Et pendant un temps, ce fut le cas. Je suis resté immobile pendant qu'ils chuchotaient dans les salles d'audience, pendant qu'ils déformaient la vérité pour en faire quelque chose de laid. Je suis resté immobile pendant que ma propre mère, une femme qui m'avait autrefois dit que je pouvais être tout ce que je voulais, témoignait à la barre et disait que j'étais inapte à élever mon propre enfant. J'entends encore sa voix, froide, tranchante. Elle a choisi l'armée plutôt que sa famille. Elle n'est pas maternelle. Je me demande depuis combien de temps elle attendait de le dire. Je me demande si elle le croyait même. Mais voici le truc avec les gens comme moi, les gens qui ont traversé des zones de guerre, qui ont tenu la main de soldats alors qu'ils rendaient leur dernier souffle. Nous apprenons à attendre. Nous apprenons à être patients. Et quand le moment vient, nous agissons. Le jour de l'audience pour la garde, je n'ai pas porté de tailleur noir. Je ne suis pas venu pour jouer petit. Je suis arrivé en grand uniforme, ruban, médaille, insigne, le poids de chaque sacrifice cousu dans le tissu. Et quand j'ai franchi les portes du palais de justice, le juge s'est levé. Il s'est levé. Et à cet instant, ma famille, ces mêmes personnes qui disaient que j'avais échoué, sont tombées dans un silence complet. L'atmosphère de la salle n'a pas seulement changé. Elle s'est brisée. Parce qu'à ce moment-là, ils ont tout réalisé. Ils ont réalisé que pendant qu'ils étaient occupés à tisser des mensonges, j'avais vécu une vérité qu'ils ne pourraient jamais toucher. Ils ont réalisé que je n'étais pas la femme fragile qu'ils avaient dépeinte. J'étais leur égal. J'étais leur supérieur, et j'en avais fini de me taire. Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. Je n'ai pas eu besoin de pointer du doigt. Je suis juste resté là, dans la peau de tout ce qu'ils avaient essayé de nier. Et pour la première fois en des mois, j'ai vu la peur dans leurs yeux. Pas le genre de peur qui vient de la colère, mais le genre qui vient de la honte. Mais soyons clairs. Cette histoire ne parle pas de vengeance. Pas vraiment. C'est une histoire de justice, de force tranquille, de ce qui se passe quand vous laissez le monde raconter votre histoire pendant trop longtemps. Et puis un jour, vous reprenez la plume. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez ont ressenti cela aussi. La piqûre de la trahison, le poids des mensonges. Et peut-être, comme moi, vous vous êtes demandé si le silence était le choix le plus sûr. Je suis ici pour vous dire que le silence ne vous protège pas. La dignité, si. Et la dignité porte parfois 4 étoiles. Alors asseyez-vous avec moi. Laissez-moi vous ramener au début. Au moment où j'ai réalisé pour la première fois que parfois, vos plus grandes batailles ne se déroulent pas sur un sol étranger. Elles se déroulent juste à la maison. Quand le matin de l'audience est enfin arrivé, je me souviens m'être réveillé avant l'aube. Non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que je savais que c'était le jour où j'arrêterais de les laisser écrire mon histoire. Je me suis habillé avec soin. Chaque médaille, chaque insigne, chaque ruban que j'ai épinglé à mon uniforme portait le poids de quelque chose auquel j'avais survécu, quelque chose que j'avais construit, quelque chose que j'avais sacrifié. Ce n'était pas juste du tissu. C'était chaque nuit blanche, chaque déploiement, chaque promesse que j'avais faite de rentrer à la maison. Au moment où j'ai atteint le palais de justice, le ciel était encore doux, gris et sans souffle. Je suis sorti de la voiture seul. Et au moment où j'ai poussé les portes, tout a ralenti. Je pouvais le sentir. Tous les yeux dans le couloir se sont tournés, certains avec curiosité, certains avec une admiration silencieuse, mais la plupart avec jugement. Ils ne voyaient pas Adrienne Cole, la soldate qui avait servi son pays pendant plus de 2 décennies. Ils voyaient le gros titre, les ragots,
La femme qui devait avoir fait quelque chose de terriblement mal pour se retrouver seule dans un tribunal de la famille. J'ai porté ce poids en silence en descendant le couloir. Chaque pas résonnait plus fort que le précédent. Le claquement de mes talons sur le carrelage froid sonnait comme des coups de feu à mes oreilles. J'ai aperçu Brian avant qu'il ne me voie. Il se tenait près des doubles portes avec ma mère et ma sœur, riant, affichant un sourire narquois. C'était une cruauté désinvolte, le genre que les gens portent comme une seconde peau quand ils pensent qu'ils ont déjà gagné. Mais quand il a levé les yeux, quand ils ont tous levé les yeux, leurs visages ont changé. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. L'uniforme parlait pour moi. Il y a quelque chose dans la tenue militaire qui exige l'attention, non pas à cause du pouvoir qu'elle représente, mais à cause de la discipline qu'elle reflète. Elle dit, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai enduré, et je n'ai pas besoin de me justifier auprès de vous. Le rire de Brian s'est éteint dans sa gorge. Les yeux de ma sœur se sont baissés vers le sol. Même ma mère, qui s'était autrefois tenue dans une chambre d'hôpital et m'avait tenu la main alors que je donnais naissance à l'enfant même qu'ils essayaient de m'enlever, a dégluti difficilement, son expression indéchiffrable. Je suis passé devant eux sans un regard. La salle d'audience elle-même était plus froide que dans mes souvenirs. Des murs stériles, des bancs en bois usés, le bourdonnement sourd des néons au-dessus. J'ai pris ma place à l'avant, seul. Pendant un instant, l'air a semblé trop rare. Je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque, et puis je l'ai senti. Les regards non seulement des gens assis derrière moi, mais du personnel du tribunal, des avocats, même de l'assistante du juge. Il y a une forme unique d'isolement qui se produit lorsque vous savez que chaque personne dans la pièce a entendu la moitié d'une histoire et a inventé le reste. Le silence s'est fait pressant. Je n'ai pas gigoté. Je n'ai pas bougé sur mon siège. J'ai laissé le calme s'installer parce que je savais que parfois, le silence n'est pas l'absence de pouvoir. Parfois, il en est le poids. J'ai jeté un regard vers le drapeau dans le coin de la pièce, le drapeau américain, immobile un instant, puis remuant doucement dans la faible brise des bouches d'aération au-dessus. Ce drapeau avait été avec moi dans chaque base, chaque champ de bataille, chaque retour à la maison. Et d'une certaine manière, debout dans cette salle d'audience, il semblait tout aussi étranger que familier. J'ai pris une lente inspiration et l'ai laissé s'échapper. Pas de colère, pas de peur, seulement de la clarté. Ils pensaient me connaître, mais ce n'était pas le cas. Ils ne connaissaient que la version de moi qu'ils avaient construite en chuchotement et en regard. Celle qu'ils avaient peinte en demi-vérité et en rumeur de prétoire. Et alors que j'étais assise là, le dos droit, les mains jointes, les médailles brillant doucement sous les lumières artificielles, une pensée s'est installée dans ma poitrine comme une encre silencieuse, ils pensent me connaître, mais ils ne connaissent que l'ombre qu'ils ont créée. J'avais l'habitude de croire que les trahisons les plus bruyantes venaient avec des cris, des portes qui claquent et des assiettes brisées. Mais ce n'est pas comme ça que la mienne s'est produite. Elle a commencé par un léger coup à la porte et une enveloppe. Je venais de rentrer de Bruxelles, du commandement conjoint de l'OTAN, 48 heures sans sommeil, toujours en uniforme, portant encore le poids des briefings et des mises à jour du champ de bataille. Je me souviens que la maison était silencieuse, trop silencieuse. Au moment où j'ai vu l'enveloppe sur le seuil, quelque chose en moi, quelque chose de petit, s'est juste figé. Je l'ai ramassé. Mes mains tremblaient à peine. J'avais tenu des fusils plus fermement que cela. Mais quand j'ai retourné l'enveloppe et que j'ai vu l'écriture, celle de Brian, j'ai su avant même de la déchirer. J'ai su. Les mots étaient simples, froids, juridiques, demande de dissolution de mariage. Demande de garde exclusive. Je ne me souviens pas si j'ai respiré. Ce dont je me souviens, c'est le son de la porte d'entrée se refermant derrière moi. Un son qui jusqu'à ce moment avait toujours signifié la sécurité. Le foyer. Maintenant, il semblait être le bruit d'une serrure se refermant sur une cellule. Je suis resté là, figé dans l'entrée, serrant toujours cette enveloppe, portant encore les bottes que j'avais portées dans les champs boueux à l'étranger. Et je ne pouvais pas bouger. Il y a une sorte étrange de silence qui vient quand votre monde commence à se fissurer. Ce n'est pas l'absence de bruit. C'est l'absence de sens. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Assez longtemps pour que le poids de l'enveloppe devienne insupportable. Je me suis assise sur le bord du canapé, mes doigts traçant l'alliance en or sur ma main gauche. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste tourné l'anneau encore et encore jusqu'à ce que mon pouce trouve la rainure familière où la peau s'était lissée. Puis je l'ai retiré. Je l'ai tenu dans ma paume un instant,
le fixant comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Puis je l'ai posé sur la table basse juste à côté d'une photo de Noah. Celle où il sourit avec 2 dents de devant en moins, les bras enroulés autour de mon cou, les cheveux ébouriffés par le vent du parc. J'ai continué à regarder cette photo, et quelque chose en moi s'est simplement brisé. Pas d'un seul coup, pas d'une manière que l'on verrait, mais silencieusement, précisément, comme la première fissure capillaire dans un barrage. J'ai traversé des zones de guerre. J'ai vu des villes en ruine. Mais rien ne vous prépare au champ de bataille à l'intérieur de votre propre maison. L'ironie ne m'a pas échappé. Je m'étais battu pour mon pays. J'avais mené des convois à travers des tirs hostiles. J'avais enterré des amis avec des drapeaux pliés serrés dans des mains tremblantes. Et pourtant, le champ de bataille qui m'a défaite était un salon éclairé par la douce lueur d'une lampe oubliée. Je me suis finalement levé. Je ne me souviens même pas comment. J'ai marché jusqu'à la porte, posé ma main sur la poignée, et pendant une seconde, j'ai hésité parce que je savais que quoi qu'il y ait de l'autre côté de cette porte, quelle que soit la version de la vie qui attendait au-delà de ce moment, je ne pourrais jamais revenir à cet endroit exact. Pas vraiment. Certaines portes, une fois fermées, ne s'ouvrent pas de la même manière. Certains seuils, une fois franchis, changent la forme de qui vous êtes. Je l'ai ouverte quand même. La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd et doux. Et dans ce son, quelque chose de final s'est installé profondément dans ma poitrine. Plus tard cette nuit-là, j'enlèverai mon uniforme. Je le poserai soigneusement sur le dossier d'une chaise. Je prendrai la photo de Noah sur la cheminée et la placerai dans mon sac de voyage. Je laisserai l'anneau là où je l'avais posé. Je ne l'ai plus jamais touché. Et alors que je restais éveillé, écoutant le doux bourdonnement du ventilateur de plafond, traçant le cercle vide sur mon doigt, j'ai murmuré des mots que je n'étais pas encore sûr de croire. Certaines portes, une fois qu'elles se ferment, on ne les repasse pas. Non pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'on ne devrait pas. Les gens me demandent parfois, comment un mariage s'effondre-t-il? Est-ce soudain? Est-ce explosif? J'aimerais pouvoir dire oui. J'aimerais pouvoir pointer un moment, une dispute, une trahison qui a tout brisé. Mais la vérité est plus silencieuse. Elle se produit dans les petites choses. Les choses que vous ne remarquez même pas avant d'être déjà trop loin. Brian et moi, nous n'avons pas toujours été comme ça. Il y a eu un temps où il me faisait rire, où nous restions debout tard à regarder de vieux films, où il me tenait la main dans les supermarchés juste comme ça. Mais quelque part entre les déploiements et les promotions, entre les vols sans fin et les cérémonies de bienvenue, la distance s'est immiscée. Pas le genre de distance que l'on peut mesurer en kilomètres. Le genre que l'on peut ressentir même en étant assis à la même table. Je me souviens du dernier dîner que nous avons eu en famille. Pas les dossiers du tribunal, pas les cris, juste le dîner. C'était un mardi. Rien de spécial. Le genre de soirée qui aurait dû être oubliable. J'étais rentré tôt, chose rare. Noah était déjà à table, les jambes se balançant, un sourire niais plaqué sur son visage alors qu'il essayait d'équilibrer une cuillère sur son nez. Il a ri. Ce rire profond du ventre que les enfants ont quand le monde est encore simple. J'aurais dû me joindre à lui. J'aurais dû rire aussi. Mais au lieu de cela, je me souviens être assise là à regarder, distante, déconnectée. C'était comme si je pouvais me voir de l'extérieur, comme une étrangère dans ma propre maison. Brian l'a remarqué. Je sais qu'il l'a fait. Mais il n'a rien dit. Il a juste continué à couper son steak, les yeux se levant de temps en temps. Pas avec colère, mais avec quelque chose de pire, l'indifférence. C'est ainsi que les mariages meurent. Pas dans le feu, mais dans la glace. Je ne me souviens pas de ce dont nous avons parlé ce soir-là. Probablement quelque chose sur l'école de Noah, le temps, peut-être un de ces matchs de football. Je ne me souviens que du son du rire de Noah et comment, d'une certaine manière, il semblait lointain, comme si j'étais sous l'eau, l'entendant à travers une vitre. Je voulais l'atteindre. Je voulais revenir brusquement dans le moment, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête au bon moment. J'ai souri quand j'étais censé le faire. Et pendant tout ce temps, quelque chose en moi continuait de murmurer, ce n'est pas bien. Ce n'est pas réel. Le masque se fissurait déjà. Nous ne l'avions tout simplement pas encore admis. Plus tard dans la nuit, après que Noah soit allé se coucher, Brian et moi étions assis aux extrémités opposées du canapé. La télévision était allumée, mais aucun de nous ne regardait vraiment. L'espace entre nous ne se mesurait pas en mètres.
Il se mesurait en années et des années d'anniversaires manqués, de dîners manqués, de conversations qui n'ont jamais eu lieu parce que nous étions toujours trop fatigués, trop distraits, trop éloignés. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pendant une brève seconde, je l'ai vu. Le ressentiment, la solitude, le poids de tout ce que nous avions tous les deux cessé de dire. Et j'ai réalisé que je ne savais plus qui il était. Et pire, je n'étais pas sûr qu'il sache qui j'étais non plus. Les gens pensent que la pire chose que l'on puisse ressentir dans un mariage est la colère. Ce n'est pas le cas. C'est le détachement. La prise de conscience silencieuse que vous pourriez disparaître de la pièce et que rien ne changerait. C'est à ce moment-là que j'ai su que les fissures s'étaient déjà largement ouvertes. Je portais toujours l'uniforme. Je maintenais toujours les horaires, les routines, les sourires polis. Mais à l'intérieur, quelque chose d'essentiel avait déjà disparu. Je le vois si clairement maintenant. La table du dîner, les verres de vin à moitié vides. Le rire de Noah, si pur, si intact par la fracture qu'il ne pouvait pas encore voir. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai cuisiné ce soir-là. Mais je me souviens du bruit du couteau contre l'assiette, du scintillement de la bougie sur le visage de Brian, de la façon dont il a dit bonne nuit sans me regarder dans les yeux. Nous n'en avons jamais parlé. Nous avons juste laissé le silence grandir. Je pense qu'une partie de moi croyait que nous pouvions arranger ça. Que peut-être un retour de plus, des vacances de plus, un dîner d'anniversaire soigneusement planifié de plus recollerait les morceaux. Mais j'avais tort. Nous avions tous les deux tort. Certaines fissures ne peuvent pas être scellées. Certains masques, une fois brisés, ne s'ajustent plus jamais de la même manière. Il y a un certain type de trahison qui coupe plus profondément que la lame de n'importe quel ennemi. Le genre qui ne vient pas d'étrangers. Le genre qui vient des gens qui sont censés vous connaître le mieux, le sang. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une salle d'audience avec ma propre mère assise de l'autre côté. Mais c'était le cas. Et quand ses yeux ont rencontré les miens, j'ai su avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Elle n'était pas là pour moi. Elle était là pour lui. La première fois que je l'ai vu prendre le parti de Brian, ce n'était pas dans une salle d'audience. C'était dans mon propre salon. La même maison où elle berçait Noah pour l'endormir quand j'étais déployé. La même maison où elle m'a aidé à décorer une chambre d'enfant, à plier de minuscules chaussettes et à embrasser mon front quand je suis parti pour l'entraînement de base. J'ai ouvert la porte et elle était là, pas seule. Ma sœur était avec elle. Je me souviens de la façon dont les mains de ma mère étaient jointes proprement devant elle, de la façon dont ses lèvres étaient si serrées qu'elles étaient devenues blanches. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Brian se tenait sur le côté, les bras croisés, arborant ce même demi-sourire suffisant qu'il avait toujours quand il pensait qu'il avait déjà gagné. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû le voir venir. Mais peu importe le nombre de batailles que vous avez menées, rien ne vous prépare au champ de bataille qu'est la famille. Ma sœur a parlé la première. Quelque chose sur le fait de faire ce qui est le mieux pour Noah. Quelque chose sur les préoccupations qu'ils avaient. Je l'ai à peine entendu. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était le silence de ma mère. La femme qui m'a appris à nouer mes lacets. La femme qui m'a dit que je pouvais être n'importe quoi, même quand le monde disait que je ne le pouvais pas. La femme qui m'a tenu la main quand j'ai pleuré après mon premier chagrin d'amour. Elle est juste restée là et n'a rien dit. Je lui ai demandé doucement, prudemment, comment elle pouvait croire cela, comment elle pouvait rester là et les laisser me dépeindre comme quelque chose que je n'étais pas. Et elle m'a regardé pour la première fois. Elle m'a vraiment regardé et elle a dit, peut-être qu'il est temps que tu mettes la famille en premier pour une fois. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a basculé. Je voulais crier. Je voulais l'attraper par les épaules et la secouer. Lui faire voir que je me battais pour ma famille. Que tout ce que j'avais fait de chaque mission, chaque médaille, chaque sacrifice avait été pour eux, pour Noah, pour la vie que je construisais. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai même pas élevé la voix. Je suis juste resté là, figé, écoutant le son de mon propre cœur se briser. Parce que vous vous attendez à ce que les ennemis vous trahissent. Vous vous attendez à ce que le monde soit dur, mais vous ne vous y attendez jamais de la part de la femme qui a autrefois essuyé les larmes de votre visage et vous a appelé sa courageuse petite fille. Ce ne sont pas les mots qui ont fait le plus mal. C'était la facilité avec laquelle elle les a prononcés. Comme si elle attendait ce moment, comme si quelque part au fond d'elle, elle avait toujours cru que j'échouerais. Ma sœur ne pouvait pas non plus soutenir mon regard. Elle gardait les yeux sur le tapis, les bras croisés,
comme si elle pouvait se replier sur elle-même pour sortir de la confrontation. Je l'ai vu alors, je l'ai vu si clairement que j'ai failli rire. Il ne s'agissait pas de Noah. Pas vraiment. Il s'agissait de contrôle. D'années de ressentiments silencieux, de jugements chuchotés derrière des portes closes, de déceptions qu'ils n'ont jamais exprimées à voix haute mais qu'ils portaient comme de lourdes pierres entre nous. Et j'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à leur prouver le contraire. À prouver que j'étais assez forte, assez courageuse, assez digne. Mais à la fin, rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que certaines personnes ne veulent pas vous voir vous élever. Certaines personnes ont besoin que vous restiez petite pour pouvoir rester grande. La conversation s'est terminée non pas par des cris, mais par de la distance. Ma mère se détournant, ma sœur la suivant, la porte se refermant derrière elle. Et voilà encore, le son d'une porte qui se ferme, un autre seuil que je ne pouvais pas décroiser. Je me souviens être resté là longtemps après leur départ, mes mains tremblant encore, ma respiration courte. J'ai regardé la photo de Noah sur la cheminée, son sourire édenté, ses yeux si pleins de vie. Et je me suis murmuré, sans même réaliser que je l'avais dit à voix haute, parfois, les blessures les plus profondes viennent des personnes qui étaient censées vous protéger. Il y a un moment où l'histoire cesse de vous appartenir. Quand votre vie, votre nom, vos choix deviennent des gros titres. Et peu importe à quel point vous essayez, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ce moment est arrivé plus vite que je ne l'attendais. Ça a commencé par des chuchotements, puis le bruit. Les tabloïds ont adoré, bien sûr. Général décoré en pleine bataille pour la garde choc. Une soldate peut-elle être une mère? Trop dur pour élever un enfant? Je ne me suis reconnu dans rien de tout ça. Ils ont publié des photos de moi en uniforme, solennel, net, les médailles brillant sous des cieux étrangers. Ils ont tiré des citations d'interviews que je me souvenais à peine avoir données, ont tordu chaque mot et m'ont dépeinte comme froide, rigide, sans sentiment. Et peut-être qu'une partie de moi leur a donné le pinceau pour peindre. J'avais l'habitude de croire que le silence était une force, que la dignité signifiait ne pas se battre dans chaque bataille qui se présentait. Que si vous gardiez la tête haute et laissiez le bruit passer, finalement, la vérité finirait par émerger d'elle-même. Mais la vérité n'émerge pas quand vous la laissez enterrer. Elle pourrit. Plus je restais silencieuse, plus l'histoire grandissait sans moi. Je me souviens être entré dans un café un matin, des semaines après la parution des premiers articles. Les yeux me suivaient, certains chuchotaient. Une femme, quelqu'un que je connaissais de l'école de Noah, a levé les yeux, a croisé mon regard, puis a rapidement détourné les yeux, comme si j'étais contagieuse. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste laissé le café sur le comptoir et je suis retourné à ma voiture. Et c'est là que je l'ai vu, ma propre réflexion dans le rétroviseur pendant une seconde. Je n'ai pas reconnu la femme qui me regardait, des yeux fatigués, une mâchoire serrée, des épaules trop droites, trop rigides, comme si le poids du monde s'était fusionné dans mes os. Je ressemblais à la personne qu'il disait que j'étais, froide, distante, une machine en uniforme. Je suis resté assise là longtemps, le moteur tournant, le cœur engourdi, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé plus que n'importe quel gros titre. L'ennemi n'était pas seulement là dehors. L'ennemi était ici. Moi. J'avais construit le mur brique par brique, déploiement après déploiement. Je m'étais si bien blindé que même les personnes que j'aimais ne pouvaient plus trouver de chemin pour entrer. Et en l'absence de ma voix, le monde a créé sa propre version de moi. Une version que je reconnaissais à peine. Narratrice peu fiable. C'est comme ça qu'on dit dans les livres, n'est-ce pas? La voix qui raconte l'histoire n'est pas toujours la voix à laquelle on peut se fier. Et peut-être que je n'étais pas aussi fiable que je le pensais. Je me disais que je faisais ça pour Noah, que rester calme, posé, imperturbable était la bonne façon de faire. Mais le confort de qui protégeais-je vraiment? Le mien? Le leur? Ou l'idée fragile de qui je pensais devoir être? La vérité me hantait. Je les avais laissés construire une version de moi contre laquelle je ne m'étais pas défendu. Et ce faisant, je devenais lentement cette version. Je me souviens avoir regardé mes mains sur le volant, stables, calleuses, familières, et de m'être sentie étrangère. Je me suis murmuré, à peine audible, « Qui es-tu » La réponse n'est pas venue parce que je ne savais pas. Pas complètement, pas encore. J'ai pensé à Noah, à son rire, à ses petites mains agrippant les miennes quand il apprenait tout juste à marcher. J'ai pensé à la façon dont il m'appelait maman ours, à la façon dont il courait à la porte quand je rentrais à la maison.
Étais-je devenu si absorbé par la survie que j'avais oublié comment vivre? Avais-je porté l'armure si longtemps que j'avais oublié comment l'enlever? Ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Je n'avais pas encore toutes les réponses. Je ne savais même pas comment arranger les choses. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. Le silence n'allait pas me sauver. Il était en train de me tuer. Je ne pouvais plus me permettre de rester silencieuse. Pas pour moi. Pas pour Noah. Et alors que j'étais assise là à regarder le reflet d'une femme que je connaissais à peine, j'ai fait une promesse silencieuse, je retrouverai ma voix avant que le monde ne la prenne complètement. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru que famille signifiait sécurité. Famille signifiait loyauté. Famille signifiait amour. J'avais tort. J'ai appris cette leçon tard, trop tard pour arrêter les dégâts, mais juste à temps pour voir la vérité. Cela ne s'est pas produit en un seul instant. C'était silencieux. C'était subtil. Le genre de prise de conscience qui s'insinue, lentement, comme la marée qui se retire sous vos pieds. Les premières fissures sont apparues le jour où j'ai entendu ma sœur au téléphone. Je n'étais pas censé l'entendre. J'étais passé chez ma mère à l'improviste, sans prévenir. Une partie de moi espérait encore que nous pourrions sauver ce qui restait. Je suis resté dans le couloir, figé, alors que sa voix descendait des escaliers. Je n'ai pas le choix. Je suis noyé sous les dettes. Je ne peux pas. Si je témoigne, il a dit qu'il m'aiderait à les effacer. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Parce que pendant une seconde terrifiante, je ne pouvais pas comprendre ce que j'entendais. C'était ma sœur. La même sœur qui me tressait les cheveux quand nous étions petites filles. La même sœur qui a pleuré quand je suis parti pour mon premier déploiement. Vendant maintenant des morceaux de moi pour se sauver. J'ai reculé avant qu'elle ne me voie. Je suis parti sans un mot. Mais quelque chose avait déjà changé. Le lendemain, c'était ma mère. Nous étions assises dans son salon, deux femmes qui avaient autrefois tout partagé, maintenant assises à des mondes de distance sur le même canapé fleuri. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Ses mains s'agitaient sur ses genoux, tordant le coin d'un mouchoir effiloché par le temps. Je lui ai demandé directement, « Pourquoi fais-tu ça ?» Sa voix s'élevait à peine au-dessus d'un murmure. « Parce que Brian, il est censé. Il écoute. » J'ai senti les mots me frapper avant même de les assimiler. Brian, l'homme qui m'a trahi, l'homme qui a cherché à m'effacer. Il était censé pour elle. Elle a alors levé les yeux, ses yeux vitreux mais durs. Toutes ces années, Adrien, tu étais parti. Tu as choisi l'armée. Tu as choisi les missions, les médailles, tout sauf nous. C'était comme entendre une étrangère. Je voulais argumenter. Je voulais crier que je me battais pour plus que des médailles. Que chaque kilomètre que je passais loin était pour quelque chose de plus grand que moi. Mais à ce moment-là, je l'ai vu. Il ne s'agissait pas de la bataille pour la garde. Il ne s'agissait même pas de Noah. C'était des années de ressentiment silencieux déversés dans une seule décision. Une vie de déception ravalée. Trouvant un endroit où atterrir. Et au milieu de cela, j'ai vu autre chose. Quelque chose de plus petit. Quelque chose de brisé. La peur. La peur d'être seul. La peur de perdre le contrôle. La peur de devenir insignifiante. Brian. Il leur avait offert quelque chose que je n'avais jamais eu. La certitude. Le contrôle. L'illusion de la sécurité. Ma sœur avait des dettes. Des dettes qu'elle ne pouvait pas payer sans aide. Ma mère avait des peurs. Des peurs qu'elle ne pouvait pas affronter sans blâme. Et moi, j'étais la cible facile. Pour la première fois, j'ai cessé de les voir comme des méchants. Je les ai vus comme des personnes, imparfaites, désespérées, faibles d'une manière que je ne m'étais jamais autorisé à l'être. Mais cela n'a pas rendu la trahison moins douloureuse. Au contraire, cela l'a rendue plus aiguë. J'ai quitté sa maison ce jour-là sans regarder en arrière. Mais ces mots sont restés avec moi. Toutes ces années, tu étais parti. Parti. Comme si je les avais abandonnés, comme si j'avais choisi la guerre plutôt que l'amour. Je me suis assise dans ma voiture, les mains agrippant le volant si fort que mes jointures blanchissaient. J'ai pensé à Noah. J'ai pensé à chaque lettre que j'avais écrite depuis des bases dans le désert. Chaque anniversaire pour lequel j'avais essayé d'appeler.
Chaque médaille qu'ils ont vue m'est jamais comprise. Et pour la première fois, je l'ai dit à voix haute. Famille ne signifie pas toujours amour. Cela semblait étranger sur ma langue, mais c'était vrai. Parfois, famille signifie contrôle. Famille signifie manipulation. Famille signifie vous garder petit pour qu'il puisse se sentir grand. Je pense que je l'avais toujours su. Je n'étais simplement pas prête à le voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce soir-là, j'ai trouvé une vieille photo rangée au fond de mon placard. Ma mère, ma sœur et moi, les bras enlacés. Des visages illuminés par le genre de joie qui ne vit que dans les souvenirs. Je l'ai tenue longtemps. Mais quand je l'ai finalement posée, je n'ai pas pleuré. Certaines histoires, peu importe la beauté de leur début, sont destinées à se terminer. Il y a quelque chose à propos d'un miroir brisé, il ne se contente pas de refléter ce qui se trouve devant lui. Il le fracture, le déforme, transforme des visages familiers en étrangers. C'est comme ça que je me sentais en regardant ma vie. Comme si j'étais devant une vitre brisée, voyant tout ce que je pensais savoir se diviser en morceaux que je ne pouvais pas rassembler. Je me souviens être resté dans ma chambre cette nuit-là, fixant le miroir au-dessus de ma commode. La lumière du plafonnier se reflétait sur une fissure capillaire dans le coin, que je n'avais pas remarquée auparavant. Je ne pouvais pas arrêter de la regarder. Cette ligne fine et déchiquetée qui coupait le reflet comme une cicatrice. Cela semblait juste, honnête d'une certaine manière, parce que c'est ce que j'étais maintenant. Fracturé. La confiance que j'avais en ma famille, partie. La foi que j'avais placée dans l'idée de foyer, partie. Même la personne que je pensais être, partie. Pendant un instant, je me suis laissé le ressentir. Le poids de tout ça, la douleur qui pressait derrière mes côtes, silencieuse mais implacable. Mais seulement pour un instant. Parce qu'il arrive un moment où il faut arrêter de saigner. Où il faut rassembler ce qui reste et avancer, non pas avec colère, non pas avec bruit, mais avec une action délibérée et mesurée. C'est ce que l'armée m'a appris. C'est ce que la guerre m'a appris. On ne gagne pas en criant. On gagne en planifiant. Et c'est ainsi que j'ai commencé, non pas avec rage, mais avec silence. Le bon type de silence. Celui qui ne se cache pas. Celui qui observe, apprend, prépare. J'ai commencé par les faits. J'ai demandé chaque document du tribunal, chaque dépôt, chaque transcription. J'ai examiné les demandes de garde ligne par ligne, soulignant chaque fausseté, chaque déclaration manipulée, chaque mensonge déguisé en préoccupation. J'ai rencontré mon avocat. J'ai engagé un évaluateur indépendant. J'ai contacté d'anciens commandants, des collègues, même des soldats que j'avais autrefois encadrés et des gens qui me connaissaient au-delà de l'uniforme, au-delà du champ de bataille. Des témoins de moralité. Non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que j'avais besoin de contrôler le récit avant qu'il ne me contrôle à nouveau. Chaque soir, après que Noah se soit endormi, ces rares soirs où je l'avais encore, je m'asseyais à la table de la salle à manger avec des piles de papiers étalés devant moi. Des bloc-notes, des surligneurs jaunes, et ce miroir, celui avec la fissure, toujours en vue. C'est devenu un symbole, un rappel. On n'a pas besoin d'être entier pour être fort. Parfois, les choses les plus fortes sont celles qui sont maintenues ensemble par choix, pas par perfection. Le camp de Brian n'était pas préparé à ça. Ils pensaient que je resterais passive, silencieuse. Ils ont sous-estimé le pouvoir de la détermination silencieuse. Chaque mouvement que je faisais était calculé, précis. Je n'ai pas attaqué. Je ne suis pas descendu à leur niveau. J'ai simplement construit mon dossier, une étape prudente à la fois. Mais pendant que je travaillais, une autre vérité s'est installée en moi, plus lourde que le jargon juridique, plus tranchante que les accusations. Je ne me battais pas seulement pour la garde. Je me battais pour mon identité. Pour le droit d'être plus que les fragments qu'ils voyaient. Pour le droit de récupérer qui j'étais, non pas en tant que soldate, non pas en tant que titre, mais en tant que personne. En tant que mère. Les fissures dans le miroir, elles ne me faisaient plus peur. Elles me stabilisaient parce qu'une fois que quelque chose se brise, on cesse d'avoir peur de se briser à nouveau. J'ai regardé à travers ces fractures, j'ai regardé ma propre réflexion, et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu quelque chose au-delà des dégâts. J'ai vu de la résolution. Cette nuit-là, avant d'éteindre la lumière, j'ai murmuré à la pièce vide, on n'a pas besoin d'être intact pour être inébranlable. Le miroir a capté les mots, les a retenus dans le verre,
et j'ai su au plus profond de mes os que quoi qu'il arrive ensuite, j'en avais fini de rester immobile. Le silence était terminé. Il y a un dicton dans l'armée, la menace que tu ne vois pas est celle qui te met à terre. Je pensais que cela s'appliquait au champ de bataille. Je n'aurais jamais imaginé que cela s'appliquerait à ma propre maison. La première fois que j'ai entendu son nom, j'y ai à peine prêté attention. Mélissa, la nouvelle petite amie de Brian. Celle qui avait été si solidaire pendant sa demande de garde. Celle que ma mère appelait douce, ma sœur stable. Je l'ai à peine enregistrée. J'avais de plus grands combats à mener. Mais un après-midi, calme, sans histoire, j'ai reçu un message. Anonyme, sans nom, sans salutation, juste une seule ligne, tu devrais vérifier son casier pour le bien de Noah. Au début, je l'ai ignoré. Les tuyaux anonymes étaient dangereux. Je ne voulais pas devenir paranoïaque, tomber dans le même genre de manipulation qu'ils utilisaient contre moi. Mais quelque chose persistait. Quelque chose me tirait à l'arrière de l'esprit comme une démangeaison que je ne pouvais pas atteindre. Alors j'ai regardé. Je ne sais pas ce que je m'attendais à trouver. Peut-être rien. Peut-être quelque chose de mesquin. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le dossier, scellé dans un autre état sous un nom de famille différent, le nom de Mélissa avant qu'elle ne le change. Un historique d'enquête de la protection de l'enfance. Un cas confirmé de négligence, un autre de suspicion de violence physique, tous deux vieux de plusieurs années, tous deux enterrés. Je suis resté là à fixer l'écran pendant ce qui a semblé des heures. Mes mains étaient stables, ma respiration courte, et j'ai senti la clarté froide s'installer. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il ne s'agissait pas seulement de trahison ou de ressentiment. Il s'agissait de Noah, de sa sécurité, de son avenir. Et j'avais failli le manquer parce que je faisais confiance à ce que je voulais croire, parce que j'ignorais les signes. Et les signes, ils avaient été là. Le souvenir a frappé sans avertissement. Je l'ai revu, Mélissa, clairement, debout dans mon allée la première fois que Brian l'a amenée. Son sourire trop large. Ses yeux ne rencontrant pas tout à fait les miens. La façon dont sa main a agrippé l'épaule de Noah un peu trop fort quand il s'est tortillé. La façon dont elle l'a corrigé sèchement quand il a parlé à tort et à travers. À l'époque, j'avais balayé ça d'un revers de la main, me disant que j'imaginais, que je projetais, que c'était moi qui n'étais pas à ma place. Mais ce n'était pas le cas. Je le vois maintenant. Le recul est cruel de cette façon. Il ne vous montre pas seulement ce que vous avez manqué. Il vous force à vivre avec la connaissance que vous avez laissé faire. Je me souviens d'un autre moment, l'anniversaire de Noah. Mélissa avait fait un gâteau. J'entends encore sa voix, sucrée en surface, mais bordée de quelque chose de cassant quand Noah a accidentellement renversé du jus sur la table. Ses doigts se sont enfoncés dans son bras juste une fraction trop fort alors qu'elle le guidait pour nettoyer. J'étais resté figé, j'avais douté, j'avais rejeté mes propres instincts. Et ça, c'était la vraie erreur parce que je savais mieux. J'avais entraîné des soldats à faire confiance à leurs instincts dans les zones de combat. J'avais dit à de jeunes recrues, si quelque chose semble anormal, c'est probablement le cas. Mais je n'avais pas suivi mon propre conseil quand cela comptait le plus. J'ai repensé au message anonyme. Qui l'avait envoyé? Comment le savait-il? Je n'avais pas de réponse. Je n'en avais pas besoin. La vérité suffisait. J'ai imprimé les documents soigneusement, silencieusement. Je les ai ajoutés au dossier grandissant sur ma table de salle à manger à côté des papiers du tribunal, des déclarations de moralité, des lettres que j'avais commencé à écrire à Noah mais que je n'avais jamais envoyées. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Mais cette fois, je ne réagissais pas. Je n'étais pas sur la défensive. J'agissais en premier. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand vous tirez enfin le rideau. Quand vous cessez de laisser la peur obscurcir votre jugement, vous voyez non seulement ce qui est devant vous, mais ce qui a toujours été là. Et je le voyais maintenant si clairement, ça m'a presque coupé le souffle. Brian ne se battait pas seulement pour le contrôle. Il construisait quelque chose sur des fondations pourries. Et la personne que j'aimais, mon fils, se tenait dessus. J'ai fermé le dossier, joint mes mains, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti calme. J'ai murmuré, à peine audible, pas sous ma surveillance. Le miroir dans le couloir a capté mon reflet alors que je passais. Les fissures toujours là, mais mes yeux, ils étaient stables. Le rideau était tombé, et j'étais prête. On dit que la distance ne se mesure pas en kilomètres,
elle se mesure en moments. Et quelque part en cours de route, quelque part entre les déploiements et les promotions, les salles d'audience et le silence, j'ai réalisé que j'avais laissé la distance se creuser trop largement entre moi et mon propre fils, Noah. Le nom semble encore doux quand je le dis à voix haute. Il ne sonne pas comme un champ de bataille. Il sonne comme un foyer. Mais d'une manière ou d'une autre, quelque part, je l'ai perdu. Pas au sens physique, mais de la manière silencieuse qui compte le plus. Je l'ai vu dans ses yeux. La façon dont il a tressailli quand j'ai légèrement élevé la voix pour quelque chose d'aussi anodin que du lait renversé. La façon dont il a hésité avant de me serrer dans ses bras, comme s'il n'était pas sûr que la version de moi qui se tenait devant lui était la même que celle dont il se souvenait auparavant. La prise de conscience est venue lentement. Ce n'était pas une vague déferlante. C'était un goutte à goutte. Un goutte à goutte constant et douloureux qui m'a rongé jusqu'à ce que je ne puisse plus détourner le regard. J'avais été présente. J'avais subvenu à ses besoins. J'avais protégé. Mais je n'avais pas été là. Pas entièrement, pas de la manière dont il avait besoin. Je me suis assise à la table de la salle à manger cette nuit-là, des papiers étalés autour de moi, des dossiers de preuves, des documents juridiques, des photos. Et au milieu du chaos, j'ai placé une feuille de papier blanche. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à prendre le stylo, mais une fois que je l'ai fait, ma main ne s'est pas arrêtée. J'ai commencé à écrire « Cher Noah ». Le stylo semblait étranger dans mes doigts. L'encre a bégayé en rencontrant le papier, les lettres tremblantes, inégales. Mon écriture, une écriture de soldat, jamais faite pour la douceur, jamais faite pour ça. Je lui ai dit les choses que je n'ai jamais dites à voix haute. Qu'il me manquait. Que je pensais à lui chaque jour, peu importe où j'étais. Que chaque lever de soleil sur les sables du désert, chaque moment de calme au cœur de la nuit, chaque médaille qu'ils épinglaient sur ma poitrine, je le portais avec moi. Je lui ai dit que j'étais désolé, pas d'être une soldate, mais de ne pas toujours savoir comment être à la fois soldate et mère. J'ai arrêté le stylo, tremblant entre mes doigts, puis j'ai écrit la phrase la plus difficile de toutes, « Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes maintenant, mais j'espère qu'un jour tu le feras. » Les mots se sont brouillés alors que les larmes remplissaient mes yeux. Je n'avais pas pleuré depuis des années. Pas comme ça. Pas d'une manière qui me faisait mal à la poitrine et me brûlait la gorge. J'ai posé le stylo, fixant la lettre, les mains tremblantes. C'était la première chose réelle que j'avais écrite depuis des mois. La première chose réelle que j'avais dite, peut-être depuis des années. La maison était silencieuse autour de moi. Dehors, le vent bougeait dans les arbres. Quelque part au loin, un chien a aboyé. Et je suis restée assise là, à la dérive, m'accrochant à un fil que je ne savais même pas avoir laissé filer. J'ai repensé à l'époque où Noah était petit. Comment il pressait ses petites mains contre mes joues, tirant mon visage près de lui, riant de manière incontrôlable, comment il s'endormait sur mes genoux, peu importe l'heure tardive à laquelle je rentrais. J'avais cru que le lien entre nous était indestructible. Que l'amour, une fois construit, était permanent. Mais j'avais tort. L'amour n'est pas une forteresse. C'est un fil, délicat, fragile. Et si vous ne vous en occupez pas, si vous ne le tenez pas avec soin, il s'effiloche. Je n'avais pas l'intention de le laisser s'effilocher, mais je l'avais fait. Et maintenant, c'était à moi de le recoudre. La lettre est restée là, inachevée, mais je l'ai pliée doucement, l'ai glissée dans une enveloppe et j'ai écrit son nom sur le devant avec une écriture soignée et délibérée. Je ne savais pas quand je la lui donnerais. Peut-être dans une semaine, peut-être dans un an. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. Il était temps d'arrêter de prétendre que les dégâts n'étaient pas là. J'ai attrapé la photo sur la cheminée, la même de nous au parc, lui sur mes épaules, tous les deux riant sans souci au monde. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de croire que je pouvais retrouver ça. Non pas en effaçant le passé, mais en écrivant une nouvelle histoire pour l'avenir. Une lettre, une vérité, un moment fragile et humain à la fois. Il y a un moment juste avant que la lame ne s'enfonce. Quand le temps semble se figer, quand vous savez ce qui va arriver, quand vous sentez son poids avant qu'il n'atterrisse. J'ai ressenti ce moment plus de fois que je ne peux le compter sur le champ de bataille. Mais rien ne m'a préparé à ce que l'on ressent quand le couteau ne vient pas de face, quand il vient de derrière, des personnes en qui vous aviez autrefois confiance pour garder vos arrières. Les trahisons n'étaient pas nouvelles à ce moment-là. Elles s'étaient empilées les unes sur les autres comme des briques. Le divorce, la lutte pour la garde, les mensonges,
les demi-vérités tordues chuchotées dans les salles d'audience et les salles à manger et derrière des portes que je n'étais plus invité à ouvrir. Mais d'une manière ou d'une autre, quand la trahison finale est arrivée, elle m'a quand même coupé le souffle. Je l'ai découvert par une voisine, une femme tranquille, une infirmière à la retraite, le genre qui fait des biscuits pour les fêtes de quartier et se souvient de l'anniversaire de tout le monde. Elle n'avait pas l'intention de me le dire. C'est sorti, nonchalamment, des mots innocents prononcés par-dessus la clôture alors que nous arrosions toutes les deux les fleurs. Mélissa emménage avec Brian à plein temps, a-t-elle dit, en s'essuyant les mains sur son tablier. Ça semble si rapide, vu les circonstances, mais je suppose que certaines personnes passent vite à autre chose. Je suis resté là, tuyau d'arrosage dans une main, de la terre sur les paumes, et j'ai senti l'air changer. Noah. Elle ne rendait plus seulement visite. Elle emménageait. Elle entrait dans l'espace que j'appelais autrefois mon foyer. Elle entrait dans le monde de mon fils. La femme a souri poliment, inconsciente de la tempête qui venait de se déchaîner en moi. J'ai hoché la tête, les remercié et j'ai fini d'arroser les plantes. Je ne l'ai pas laissé paraître. Pas à ce moment-là, jamais. Mais dès que je suis rentré dans ma maison, j'ai senti le sol basculer sous mes pieds. Je suis tombé sur le bord du canapé, les mains agrippant mes genoux si fort que mes doigts me faisaient mal. Respire. Lentement, régulièrement. J'ai baissé les yeux et je l'ai vu. Mes mains serrées en poing, le blanc de mes jointures, le tremblement au bout de mes doigts. Je les ai déroulés un doigt à la fois. Le vieil entraînement s'est déclenché automatiquement, ancre-toi. Contrôle ta respiration. Commande ton corps avant qu'il ne te commande. J'ai baissé mon regard vers le sol. Les bouts éraflés de mes bottes, modèle militaire standard, usées mais solides, captaient la lumière de l'après-midi. Elles manqueraient, me rappelaient que je n'étais pas fragile. Je n'étais pas brisé. J'étais forgé. J'ai posé mes paumes à plat contre mes cuisses, j'ai senti la rugosité du tissu sous ma peau, et j'ai laissé l'air me traverser, lent et délibéré. La trahison était réelle, mais ma résilience l'était aussi. Brian pouvait la faire emménager. Il pouvait remplir la maison de nouveaux rires, de nouveaux mensonges, de nouvelles distractions. Mais il ne pouvait pas m'effacer. Il ne pouvait pas effacer les années où j'avais porté cette famille. Il ne pouvait pas effacer les nuits que j'avais passées à l'étranger en serrant la photo de Noah. Il ne pouvait pas effacer les batailles que j'avais menées sur des terres étrangères et dans mon propre cœur pour construire la vie qu'ils avaient si nonchalamment jetée. Je me suis levé lentement, délibérément, chaque mouvement précis, chaque respiration mesurée. Le miroir dans le couloir a de nouveau capté mon reflet, fissuré mais stable. J'ai touché le verre, le bout de mes doigts reposant contre la fracture. Tu ne te brises pas, ai-je murmuré. Pas comme ça. Le téléphone a sonné quelque part derrière moi. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis assise à la table où mon dossier gisait ouvert et j'ai commencé à y ajouter des éléments, les dates, les heures, les détails. Chaque fait aiguisé comme une lame. Je ne réagissais pas. Je ne me déchaînais pas. Je me préparais. Parce que c'est ce que vous faites quand le couteau s'enfonce plus profondément. Vous ne vous effondrez pas. Vous ne tombez pas. Vous plantez vos pieds. Vous stabilisez votre respiration, et vous continuez à avancer. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à mes bottes, solides sur le plancher de bois usé. J'ai senti le poids de mon propre pour ralentir, et je me suis souvenu des mots qu'on nous enseignait sur le terrain, tenez la ligne. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Peu importe la profondeur du couteau, peu importe la cruauté de la torsion, je tiendrai la ligne pour Noah, pour moi-même, pour la femme qui me regardait à travers le verre fracturé. Toujours debout. Toujours debout. Le pardon est un mot que les gens utilisent trop facilement. Comme si c'était quelque chose que l'on pouvait distribuer comme des bonbons. Comme si c'était simple. Comme si c'était petit. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Je pensais que le pardon concernait les autres, que c'était quelque chose que l'on donnait à ceux qui nous avaient fait du tort, un cadeau, une concession. Mais j'avais tort. Je le vois maintenant. La première personne que je devais pardonner était moi-même. Ce n'est pas venu d'un seul coup. Il n'y a pas eu de grande révélation. Juste un moment silencieux, à peine perceptible, où le poids de tout ce que j'avais porté a commencé à presser trop fort sur ma poitrine, et j'ai réalisé que c'était moi qui le maintenais là. Je me suis assise seule dans mon salon cette nuit-là, les papiers encore éparpillés sur la table, la lettre de Noah non ouverte à côté de moi.
La maison était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du chauffage. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai laissé l'épuisement me rattraper. J'ai pensé aux choix que j'ai faits, au temps que j'ai manqué, aux appels que je n'ai pas retournés, aux moments que je me disais sans importance parce que le devoir passait en premier. J'ai pensé aux yeux de Noah, comment ils avaient changé, comment quelque part en cours de route, j'avais cessé d'être l'endroit sur où il pouvait courir. Et la culpabilité était une chose vivante en moi. Aiguë, lourde, impitoyable. J'avais été si concentré sur les trahisons des autres, si consumé par leurs mensonges, leur cruauté, leur abandon, que je ne m'étais pas arrêté pour regarder le reflet qui me faisait le plus mal. Le mien. Je l'ai vu alors si clairement que ça m'a presque coupé le souffle. Je m'étais puni pendant des années. Pas seulement pour cette bataille pour la garde, pas seulement pour ce divorce, mais pour chaque fois que j'avais choisi la mission plutôt que le moment, le drapeau plutôt que la famille, l'appel plutôt que le berceau. Je me disais que je n'avais pas le choix, que je servais un bien supérieur, que Noah comprendrait un jour. Mais la vérité est que je ne lui ai pas donné la chance de comprendre parce que je ne l'ai jamais laissé voir la totalité de moi. La soldate, oui. La protectrice, toujours. Mais la mère, l'humaine, la femme imparfaite, effrayée, désordonnée sous l'uniforme. Non. J'ai fermé les yeux, les mains reposant sur l'enveloppe devant moi. Je pouvais sentir la texture du papier sous le bout de mes doigts, le poids du non-dit, et pour la première fois, je l'ai murmuré à voix haute, des mots que je ne m'étais jamais autorisé à prononcer, je suis désolé. Ce n'était pas pour Brian. Ce n'était pas pour ma mère. Ce n'était pas pour ma sœur. C'était pour moi. Pour la fille que j'étais. Pour la femme que j'étais devenue. Pour la mère que j'avais encore la chance d'être. Je pense que parfois nous portons tellement d'armure que nous oublions comment les poser. Nous oublions que la force n'est pas seulement de se tenir droit quand le monde brûle. Parfois, la force, c'est de s'asseoir tranquillement et d'admettre qu'on a mal. J'ai laissé les mots s'installer. J'ai laissé la culpabilité monter. J'ai laissé la honte m'envahir. Et puis je l'ai laissé partir. Pas entièrement, pas pour toujours, mais assez. Assez pour respirer à nouveau. Assez pour adoucir le tranchant qui m'avait endurci pendant trop longtemps. J'ai ouvert la lettre à Noah et j'ai ajouté une dernière ligne en bas, les mains encore tremblantes, mais la voix claire dans ma tête, je n'ai pas besoin que tu sois parfait, et j'espère qu'un jour tu me pardonneras de ne pas être parfaite non plus. J'ai plié la lettre, l'ai remise doucement dans l'enveloppe, et cette fois, quelque chose a changé en moi. Pas la clôture, pas encore, mais son début. Je me suis levé, les pieds solides sur le sol, les mains détendues à mes côtés, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, je ne me noyais pas. J'étais toujours debout, meurtri, fracturé, mais debout. Et quelque part au fond de ma poitrine, je l'ai senti, le premier souffle de pardon. Pas pour eux. Pour moi. Certains disent que les salles d'audience sont des lieux stériles, neutres, froids, juste du bois, du verre et de l'ordre. Ils ont tort. Les salles d'audience sont des champs de bataille. Je l'ai senti au moment où je suis sorti de la voiture, les talons claquant doucement sur le béton, le souffle se condensant dans l'air vif du matin. Mon cœur était régulier, mes mains détendues, mais chaque pas que je faisais vers les portes du palais de justice semblait plus lourd que le précédent. Je ne portais pas de vêtements civils. Pas cette fois. Je portais l'uniforme, en grand apparat, 4 étoiles polies jusqu'à un éclat de miroir sur mes épaules. Ruban, médaille, insigne. L'histoire de ma vie cousue dans chaque ligne, chaque pli, chaque lueur de laiton. J'ai marché lentement, délibérément, chaque pas résonnant comme un battement de cœur à mes oreilles. Pas. J'ai gardé mon regard droit devant, mais je pouvais sentir le poids des yeux se tournant vers moi. Les gardes de sécurité se sont raidis à mon passage. Les badauds chuchotaient. Les journalistes, silencieux pour l'instant, se déplaçaient mal à l'aise sur les marches du palais de justice. Ils n'avaient pas besoin de parler. Le silence disait tout. Au moment où j'ai atteint les portes de la salle d'audience, je pouvais entendre ma propre respiration, lente et mesurée, comme on nous l'apprenait avant le combat, inspirée par le nez, expirée par la bouche. Je suis entré, et le monde s'est arrêté. L'air était épais, lourd de non-dits. Des rangées de bancs polis s'étendaient de chaque côté. Des visages familiers, des visages inconnus. Brian, ma mère, ma sœur, tous assis, tous attendant. Mais quand je suis entré, quelque chose a changé.
Une ondulation, un silence. Le juge, un homme plus âgé aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, s'est levé. Il n'était pas obligé. Le protocole ne l'exigeait pas, mais il s'est levé. Et à cet instant, j'ai senti le poids de chaque moment qui m'avait amené ici. Les champs de bataille, les retours au pays, la distance, les fissures, les trahisons, tout cela a convergé dans le calme immobile de cette salle. Je pouvais sentir mon cœur battre lentement et profondément dans ma poitrine. Pas par peur, pas par colère, mais par quelque chose de plus ancien, de plus stable, la résolution. J'ai marché jusqu'à mon siège, les talons feutrés contre le carrelage, le léger mouvement de mon uniforme captant la lumière. Je n'ai pas regardé Brian. Je n'ai pas regardé ma mère. J'ai gardé les yeux droits devant, la tête haute, la colonne vertébrale droite. Mais je les ai sentis. J'ai senti chaque regard. La façon dont leurs corps se sont raidis. La façon dont leurs yeux se sont détournés à mon passage. Ils m'avaient rayé de la carte. Ils m'avaient réduite à des chuchotements, à des gros titres, à des ragots de prétoire. Mais maintenant ils voyaient. Pas la version de moi qu'ils avaient construite, pas la caricature qu'ils avaient peinte. Ils me voyaient. J'ai pris ma place à la table de la demanderesse, les mains reposant légèrement sur le bois poli. L'avocat à côté de moi a murmuré quelque chose de doux, des mots que j'ai à peine enregistrés car mon attention n'était pas sur lui. Elle n'était pas sur la stratégie juridique ou la presse ou le poids du tribunal. Elle était sur Noah. Toujours sur Noah. J'ai fermé les yeux un très bref instant, j'ai laissé son visage apparaître dans mon esprit, son rire, ses yeux, la façon dont il attrapait ma main sans hésitation. Et quand je les ai rouverts, ma respiration était régulière. J'ai ajusté mes manches, j'ai senti le poids frais de mes médailles bouger contre le tissu, et j'ai laissé l'immobilité s'installer dans mes os. Ce n'était pas seulement une bataille juridique. Il ne s'agissait pas seulement de garde. Il s'agissait de qui j'étais, de qui je refusais de cesser d'être. Et je savais sans aucun doute que quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterais comme j'avais affronté tout le reste dans ma vie. Un pas à la fois, une respiration à la fois. J'ai fléchi mes doigts une fois, j'ai senti la tension se relâcher, et je les ai gardés à plat contre la table. Le rythme de mon cœur a ralenti, régulier, calme. Inspirez. Expirez. Le juge s'est rassis. La salle a expiré. L'audience a commencé. Et moi j'étais prête. Le truc avec la vérité, c'est qu'elle n'a pas besoin de volume. Elle n'a pas besoin de rage. Elle a juste besoin d'espace pour être vue. Et c'est ce que je lui ai donné. La salle d'audience s'est installée dans une lourde immobilité alors que mon avocat se levait, des papiers à la main, la voix calme mais ferme. Votre honneur, avec la permission de la cour, nous aimerions présenter la pièce à conviction C, une preuve vidéo soumise par la demanderesse. Je suis resté immobile pendant que l'écran de télévision était roulé en place. La télécommande est passée de main en main jusqu'à ce que le juge donne un simple signe de tête. Procédez. J'ai senti le poids de chaque œil dans la pièce se tourner vers l'écran. Et puis ça a commencé. Les images granuleuses ont pris vie. D'abord, ma propre caméra de tableau de bord, inclinée juste comme il faut pour capter le balayage aveuglant des gyrophares dans le rétroviseur. Puis le son, distant au début, de la voix de l'officier. J'ai entendu ma propre voix aussi, posée, calme, posant des questions, obtempérant. Et puis l'escalade, le changement de ton, l'agression. La façon dont sa main planait près de son arme, la façon dont il s'est penché un peu trop près. La salle est restée silencieuse. Pas de gigotement, pas de tout, pas de chuchotement, seulement le doux bourdonnement de la vidéo qui jouait, le son des pneus sur la chaussée, l'écho plat de mots que j'avais vécu mais dont j'avais presque oublié la forme. Puis est venu le deuxième angle, les images de la caméra piéton. Plus nettes, plus froides, plus intimes. Le jury s'est penché en avant, inconsciemment, attiré par la force magnétique de quelque chose d'indéniable. Ils l'ont vu. L'impatience de l'officier, le test de sobriété inutile, l'attitude dédaigneuse quand je l'ai réussi sans faille. Et puis le ticket glissé dans ma main comme une pensée après coup, une punition non pas pour ce que j'ai fait, mais pour qui j'étais. J'ai tout regardé se dérouler à nouveau, mais cette fois à travers les yeux d'étrangers. Je me suis senti étrangement détaché, comme si la femme à l'écran n'était pas du tout moi, juste une figure, une doublure pour chaque personne qui avait déjà été discrètement réduite, discrètement rejetée. Et puis ça s'est terminé. L'écran est devenu noir.
La salle est restée figée. Je n'ai pas regardé Brian. Je n'ai pas regardé ma mère. J'ai gardé mes mains jointes proprement devant moi, ma respiration régulière, mon cœur calme, parce que ce moment ne les concernait plus. Il ne me concernait même plus. Il concernait la vérité. Et la vérité, j'avais appris, a un poids qui lui est propre. Le juge s'est éclairci la gorge doucement. Mon avocat n'a pas précipité la question suivante. Il a laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour que les images se gravent dans la mémoire. Lieutenant général Cole, dit-il enfin, sa voix basse mais claire. À un quelconque moment durant cet arrêt, avez-vous manqué de coopération? J'ai répondu sans hésitation. Non. Avez-vous élevé la voix, menacé l'officier de quelque manière que ce soit? Non. Avez-vous à un quelconque moment manqué de vous identifier comme une employée fédérale conduisant un véhicule du gouvernement? J'ai gardé mon ton posé. Non, je l'ai informé immédiatement. L'avocat a hoché la tête, s'est tourné vers le jury. Et à ce moment-là, j'ai vu le changement. Pas seulement dans leurs yeux, dans la pièce. Le poids des images, le poids de ce qui était indéniable, de ce qui ne pouvait plus être tordu ou remodelé par des mensonges chuchotés ou des manipulations de prétoire. J'ai jeté un coup d'œil au juge. Il a soutenu mon regard un instant de plus que nécessaire, puis a hoché la tête une fois, presque imperceptiblement, et a reporté son attention sur les papiers devant lui. J'ai laissé échapper ma respiration, lentement. Ce n'était pas la victoire. Pas encore. Mais c'était la vérité. Et parfois, c'est la première étape. J'ai pensé à Noah, son visage surgissant sans y être invité derrière mes yeux. J'ai pensé aux promesses que je n'avais pas prononcées à voix haute. Et dans cette immobilité, j'ai laissé le moment s'installer en moi. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de me battre salement. La vérité nue, simple, silencieuse était suffisante. Et alors que je me rasseyais, les mains reposant légèrement sur la table, je me suis murmuré silencieusement, « Tu as tenu la ligne, et tu es toujours debout. » Certains moments n'ont pas besoin de son. Ils n'ont pas besoin d'applaudissements, d'indignation ou de mots. Ils ont juste besoin de silence. Le genre de silence qui dit tout. Je l'ai senti à la seconde où le juge s'est levé de son siège. La salle était déjà immobile, figée depuis que les derniers échos de la vidéo s'étaient estompés. Mais quand il s'est levé, quelque chose de plus profond s'est abattu sur nous. Une immobilité qui pressait contre mes côtes, qui rendait l'air trop épais pour être avalé. J'ai gardé mes mains à plat sur la table. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste regardé pendant qu'il ajustait sa robe, s'éclaircissait la gorge et laissait le poids du moment s'étirer. Après un examen attentif, commença-t-il, sa voix ferme mais lourde, ce tribunal statue en faveur de la demanderesse, la lieutenant générale Adrienne Cole. J'ai entendu les mots, mais c'est le silence qui a suivi qui a frappé le plus fort. Le bruit d'une respiration qui se coupe de l'autre côté de l'allée, le bruissement presque imperceptible de tissu alors que Brian se raidissait sur son siège, la fissure dans le sang-froid de ma sœur alors que ses mains se tordaient nerveusement. Je ne les ai pas regardés directement, mais je les ai sentis. La voix du juge a continué, exposant les conclusions, détention illégale, abus d'autorité, intimidation sans motif. Chaque syllabe tombait comme une pierre dans l'eau, des ondulations se propageant en vagues que je savais qu'elles atteindraient bien au-delà de cette pièce. Et puis les derniers mots. Cette décision restera au dossier permanent, a déclaré le juge. Elle sera transmise pour examen départemental. De plus, la demanderesse conserve la garde principale, avec un droit de visite accordé à la discrétion du tribunal. C'était fait. Pas de cris, pas de déclaration, juste le clic silencieux du marteau et le faible bourdonnement des conséquences qui s'installaient. J'ai gardé ma respiration stable, régulière, imperturbable. Mais de l'autre côté de la pièce, je l'ai vu. Brian. La première fissure était dans ses yeux, à peine visible, mais je l'ai reconnu quand je l'ai vu. Le déni. Un hochement de tête, un front plissé, ce subtil tic de la bouche alors que son esprit cherchait un moyen de réécrire ce qu'il venait d'entendre. Puis la deuxième fissure, la panique. L'écarquillement des yeux, l'inspiration brusque. J'ai regardé ses mains se serrer en poing contre le bord de la table, les jointures blanches, rigides. Son avocat s'est penché, a chuchoté quelque chose rapidement, mais il semblait à peine entendre. Et puis l'effondrement. Ses épaules sont tombées. Le combat a quitté sa posture.
Le poids de tout cela a finalement atterri. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était la fin. Qu'il resterait là, petit, brisé, silencieux. Mais ensuite est venu le changement final, la dernière pièce de la chute. Le remords. Il a vacillé, à peine présent. Juste une légère humidité au coin de ses yeux. Un resserrement de la mâchoire. Un souffle trop brusque pour être contrôlé. Pour la première fois depuis le début de tout cela, Brian m'a regardé. Vraiment regardé. Et dans ce seul regard, j'ai tout vu. La peur, le regret, la minuscule braise vacillante d'un homme qui a réalisé trop tard ce qu'il avait détruit. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas exulté. J'ai soutenu son regard, non pas avec victoire, non pas avec vengeance, mais avec quelque chose de plus silencieux, quelque chose de plus proche de la pitié. Le juge s'est rassis, sa voix à peine plus qu'un murmure maintenant alors qu'il levait la séance. Des chaises ont gratté doucement contre le sol. Des chuchotements montaient et descendaient comme un tonnerre lointain. Les journalistes ont commencé à griffonner des notes, mais les caméras restées à l'extérieur ne captureraient jamais le seul moment qui comptait vraiment, l'immobilité, le silence brut et sans défense d'un homme défait, non pas par la force, mais par la vérité. Je me suis levé, mes bottes n'ont fait aucun bruit sur le sol poli. Ma respiration était stable, mes mains calmes alors que je passais devant lui, devant Brian, devant ma mère, devant la sœur qui refusait toujours de croiser mon regard. J'ai senti quelque chose bouger au fond de ma poitrine. Pas de la colère, pas du triomphe, juste une libération. Je l'ai entendu murmurer quelque chose, une excuse haletante et brisée qui a à peine atteint l'air entre nous. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. Certaines portes, une fois fermées, ne sont pas destinées à être rouvertes. Dehors, le vent a attrapé le drapeau sur les marches du palais de justice, le faisant onduler sous le soleil de l'après-midi. J'ai fait une pause, j'ai levé le menton et j'ai laissé le calme s'installer dans mes os. Et dans ce silence, plus profond que n'importe quelle salle d'audience, plus fort que n'importe quelle victoire, j'ai trouvé ce que je ne savais même pas que je cherchais, la paix. Toutes les fins n'ont pas besoin de mots. Certaines fins, elles arrivent en silence. Et d'une manière ou d'une autre, ce sont celles qui restent avec vous le plus longtemps. Je n'ai pas parlé en sortant du palais de justice cet après-midi-là. Je n'ai pas regardé en arrière, je n'ai pas cherché les applaudissements, je n'ai pas essayé de remplir l'air d'explication ou de justification. J'ai simplement marché. Le vent a attrapé les bords de mon uniforme, a tiré doucement sur les mèches de cheveux qui s'étaient échappées du chignon soigné à l'arrière de mon cou. Le ciel s'étendait, infini et bleu au-dessus de moi, propre, clair, imperturbable. Et pour la première fois depuis ce qui semblait des années, je l'étais aussi. Noah attendait sur les marches. Il se tenait là, petit, les épaules voûtées, les mains enfouies profondément dans les poches de son manteau. Ses yeux, ces mêmes grands yeux scrutateurs qu'il avait à 5 ans, ont trouvé les miens au moment où je suis sorti. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas, car comment expliquer à un enfant que certaines batailles ne se voient pas? Que certaines guerres ne laissent pas de cicatrices visibles, mais qu'elles coupent tout aussi profondément. Je me suis arrêté à quelques pas, les mains toujours le long du corps. Je ne l'ai pas atteint. J'ai laissé le moment respirer. Et puis doucement, sans un mot, il a comblé la distance. Il a attrapé ma main, ses doigts petits mais sûrs, s'enroulant fermement autour de la mienne. J'ai senti la chaleur de sa paume s'infiltrer dans ma peau, j'ai senti le poids inexprimé de tout ce pourquoi il ne trouvait pas les mots. Et j'ai tenu bon. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas brisé l'immobilité, car certains silences sont sacrés. Certains silences guérissent. Je me suis souvenu, à ce moment-là, de toutes les fois où j'avais manqué cela, de toutes les fois où l'uniforme passait en premier, de toutes les fois où l'appel téléphonique s'était terminé trop tôt ou le vol de retour était arrivé trop tard. Je me suis souvenu du son de son rire des années auparavant, si vif dans ma mémoire que c'en était presque douloureux. Je me suis souvenu de la sensation de sa tête contre mon épaule après des cauchemars, de la douceur de son souffle contre mon cou quand il dormait. Et pour la première fois, j'ai laissé le chagrin de ces moments manqués m'envahir sans me détourner. Je l'ai laissé monter. Je l'ai laissé s'installer. Et puis je l'ai laissé partir. Noah n'a pas parlé non plus. Il a juste serré ma main plus fort. Nous sommes restés comme ça pendant ce qui a semblé une éternité. Deux personnes prises entre ce qui était et ce qui pourrait encore être. Les portes du palais de justice ont claqué doucement derrière nous alors que les gens sortaient. Le faible murmure des voix flottait dans la brise, mais rien de tout cela ne nous a touchés.
C'était juste lui et moi et le silence. J'ai senti le plus léger souffle de soulagement pressé contre le bord de mon cœur. Fragile mais réel. Le genre de soulagement qui ne vient pas de la victoire. Le genre qui vient de la survie. De se tenir dans les décombres et d'avoir encore quelque chose à quoi s'accrocher. Finalement, Noah a levé la tête, ses yeux rencontrant les miens. Et pour la première fois depuis trop longtemps, j'y ai vu de la confiance. Pas totale, pas complète, mais suffisante. Suffisante pour recommencer. J'ai serré sa main très doucement en retour. Toujours pas de mots. Pas besoin. Certaines blessures ne se referment pas avec des excuses. Elles se referment avec la présence, avec le temps, avec l'acte silencieux de rester quand tout le reste s'est effondré. Nous avons commencé à marcher. Pas de destination, pas d'urgence. Juste 2 paires de pas sur les marches du palais de justice, le rythme doux de la respiration, et la chaleur du silence partagé. Et alors que nous avancions, main dans la main, les cœurs encore à vif mais d'une certaine manière plus légers, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à croire jusqu'alors. Certaines batailles ne sont pas destinées à être gagnées. Certaines sont destinées à être endurées. Et parfois, la seule victoire est que vous êtes encore debout pour voir le lever du soleil. J'ai baissé les yeux vers Noah. Il regardait droit devant, et nous avons continué à marcher ensemble. Certaines histoires ne se terminent pas par des feux d'artifice. Elles se terminent dans le silence. 2 semaines après le verdict, je me suis retrouvé assise sur un banc de parc, pas en uniforme, pas au tribunal, juste moi. Noah était assis à côté de moi, un cornet de glace à moitié fondu à la main, ses jambes se balançant d'avant en arrière sous le banc. La brise était douce, le soleil chaud mais pas dur. Et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, le poids que j'avais porté si longtemps était plus léger. Nous ne parlions pas beaucoup. Nous n'en avions pas besoin. Je l'ai regardé rire de la façon dont sa glace coulait sur ses doigts, son nez se plissant de la même manière qu'à 5 ans. J'ai alors été frappé par le temps que j'avais perdu. Par la vie que j'avais laissée passer au nom de batailles que je pensais devoir mener seul. Mais ce moment, ce petit moment ordinaire, semblait plus puissant que n'importe quel champ de bataille sur lequel je m'étais jamais tenu. Je n'étais pas la générale Cole ici. Je n'étais pas la soldate. Je n'étais pas le gros titre. J'étais juste maman. Pas de médaille, pas de grade, pas de guerre, juste nous. À un moment donné, Noah m'a donné un petit coup de coude, les yeux brillants dans la lumière de l'après-midi, et m'a offert une bouchée de sa glace. J'ai ri, un rire authentique, non forcé, et je l'ai accepté. La douceur de la vanille et le son de son gloussement ont rempli l'air autour de nous, doux et léger. J'ai laissé la brise m'envahir, fermant les yeux une seconde. Et quelque part au fond de ma poitrine, au-delà des cicatrices, au-delà des murs, je l'ai senti. La paix. Non pas parce que le monde était réparé, non pas parce que tout était parfait, mais parce que j'étais toujours là, parce que nous étions toujours là. Quand j'ai rouvert les yeux, je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et j'ai murmuré, assez doucement pour que seul moi puisse entendre, ils ont dit que j'avais échoué. Les mots ne piquaient plus comme avant. Ils n'avaient plus de poids, plus de pouvoir. J'ai souri doucement, ma voix à peine audible contre le bruissement des feuilles. Peut-être que oui, mais je me suis relevé. Et je continuerai de me relever. Noah ne m'a pas entendu. Il n'en avait pas besoin. Je ne le disais pas pour lui. Je le disais pour moi. Nous sommes restés assis là jusqu'à ce que le soleil baisse, jusqu'à ce que les ombres s'allongent sur l'herbe et que la brise porte l'odeur de l'automne. Et quand nous nous sommes finalement levés pour partir, je lui ai tenu la main, pas fort, pas de manière forcée, juste assez. Et ensemble, nous avons avancé. Avant de nous dire au revoir, j'aimerais savoir, d'où me regardez-vous? Est-ce un matin tranquille avec une tasse de café chaud ou une fin de soirée où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux avec gratitude. Et si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, envisagez de vous abonner à cette chaîne non seulement pour entendre plus d'histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit encore en la gentillesse, en la guérison et aux secondes chances. Merci d'avoir passé votre temps ici avec nous aujourd'hui. Où que vous soyez, quelle que soit la saison dans laquelle vous vous trouvez, j'espère que vous emporterez cette histoire avec vous. Et souvenez-vous, parfois le miracle ne frappe pas bruyamment. Parfois, il attend tranquillement, patiemment, jusqu'à ce que vous soyez prêt à ouvrir la porte. Prenez soin de vous.
Soyez doux avec votre cœur. Et je vous verrai dans la prochaine histoire. Description. La vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse, calculée et vêtue d'un uniforme militaire. Dans cette histoire de vengeance puissante et réaliste, la lieutenant-générale Adrienne Cole fait face à la trahison ultime. Sa propre famille essaie de lui enlever son fils, croyant qu'elle est trop brisée par la guerre pour être une mère. Mais quand Adrienne entre au tribunal en grand uniforme militaire, son grade de 4 étoiles laisse la salle sans voix. Si vous aimez les histoires de vengeance militaire, les drames judiciaires et les victoires émotionnelles d'Outsider, cette histoire vous tiendra en haleine jusqu'à la toute fin. Soyez témoin de la façon dont Adrienne, endurcie par la bataille, résiliente et profondément humaine, se bat non seulement pour la justice, mais pour le droit d'être vue et aimée telle qu'elle est. La force tranquille sera-t-elle suffisante pour démanteler des années de trahison? Cliquez sur Play maintenant, car certaines vengeances ne s'accompagnent pas de bruit, elles s'accompagnent de dignité. Merci beaucoup d'avoir regardé et soutenu Revenge Dismantled 2. Commentaire épinglé. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Adrienne? Notez-la de 0 à 10. J'adorerais connaître vos impressions. D'où regardez-vous? Indiquez votre emplacement dans les commentaires, et construisons une communauté mondiale qui croit en la gentillesse, la résilience et les secondes chances. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec vos amis. Votre soutien nous rapproche de notre objectif de 1000 abonnés et nous inspire à continuer de créer des histoires d'amour et de vengeance plus puissantes. Merci d'être ici, d'écouter, et de nous rappeler à tous que parfois le courage silencieux change.